Waouh, quelle ambiance! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans MAJ, Mise à jour. Ce talk show aujourd'hui est une collaboration entre la MBC, l'Institut français de Maurice et Expertise France. Trois partenaires réunis autour d'une question qui nous concerne tous. Comment est-ce qu'on préserve ce qui nous définit en tant que peuple à l'heure où le numérique change tout? Alors, je vais vous poser une question pour bien commencer cette émission. Si demain matin, les archives de la MBC brûlaient, des images de l'indépendance, des voix qui ne sont plus là, des moments que ce pays a vécu ensemble, qu'est-ce qu'on aurait perdu exactement? Des bandes magnétiques ou quelque chose d'autre? C'est justement cette question-là qui nous réunit ce soir. Le numérique, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ouvrent des possibilités extraordinaires pour documenter, préserver et transmettre notre patrimoine. Et ce soir, nous allons explorer ensemble comment Maurice se saisit de ces outils pour ses archives, ses sites, ses savoir-faire, sa mémoire collective. Comme vous le savez, le 18 avril dernier, soit 2 jours de cela, c'était la Journée internationale des monuments et des sites. L'ICOMOS a retenu cette année un thème fort. Comment protéger le patrimoine vivant face aux conflits, aux catastrophes, à la montée des eaux? Pour une île comme Maurice, c'est une réalité très concrète. Et vous savez quoi? Ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous des femmes et des hommes qui, chaque jour, posent des actes concrets pour préserver ce patrimoine. Je vous les présente tout d'abord Ridvik Nirben, journaliste à la MBC depuis 35 ans, une mémoire vivante de cette institution et de son rôle dans l'histoire audiovisuelle de Maurice. Également Géraldine Darpou et Frédéric Bréville, ils ont choisi de venir ensemble ce soir. Géraldine est responsable du pôle entrepreneuriat culturel chez Eclosia. Elle va nous parler du projet Zimaz. Frédéric est co-directeur du musée de la photographie. Deux regards, un même combat pour la mémoire photographique. Également avec nous, Melvin Madelon, directeur d'Air Access, qui utilise la technologie pour nous faire voir notre patrimoine comme on ne l'a jamais vu. Également le docteur Minakshi Tanou du National Heritage Fund, qui veille à ce que notre histoire ne reste pas dans les livres. Anna Malaxime, directrice de l'ENSA Nantes-Maurice, qui forme les architectes de demain. Également Thierry Le Breton de SOS Patrimoine en péril, une voix de vigilance pour les sites que personne d'autre ne défend. Karen Yvon, Expertise France, au cœur du financement de projets patrimoniaux dans notre région. Et Astrid Audibert de la Commission de l'Océan Indien, dont le regard dépasse nos frontières. On a 52 minutes. On commence tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts, chers invités? Oui, c'est ce que je voulais entendre. Excellent. Le public est là. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vais vous poser trois petites questions. Session quiz aujourd'hui. 3 questions pour qu'on parte tous du même point de vue. Et je vous préviens, certaines réponses vont vous surprendre. Allez, encore une fois, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc, pour la première question, selon vous, combien de sites du patrimoine mondial sont aujourd'hui menacés par les guerres, le climat, l'urbanisation? Vous allez avoir 4 possibilités de réponse. Petit A, 5%, petit B, 15%, petit C, 30% ou petit D, plus de 50%. Quelle est donc la bonne réponse? Je vois un micro. Là déjà? Je dirais 30%. Waouh, on peut l'applaudir bien bien fort. Effectivement, pile dans le mille. Première bonne réponse. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Céline. Félicitations. Eh bien, effectivement, 30%, environ 30% des sites du patrimoine mondial sont aujourd'hui considérés comme menacés. 3 sites sur 10, et ce n'est pas une statistique abstraite, c'est Mossoul ou Haïti après le séisme. C'est potentiellement aussi un quartier de Port-Louis dans 20 ans. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Question numéro 2. Qui devrait être responsable de la préservation du patrimoine à l'ère numérique? Grande question. Allez, 4 possibilités de réponse. Petit A, les États. Petit B, les experts, soit les architectes, les historiens. Petit C, les entreprises technologiques. Ou petit D, les communautés locales. Et pour, voilà, je vais être gentil aujourd'hui, petit E, tous. Quelle est donc la bonne réponse? Est-ce que nous allons avoir une première bonne réponse, une mauvaise réponse, 2 mauvaises réponses et ensuite la bonne réponse? C'est ce que nous allons découvrir là maintenant.
Je dirais tous. Effectivement, on peut l'applaudir bien, bien fort. Votre nom, s'il vous plaît, madame? Aileen. Bravo, effectivement, tout le monde, c'est une responsabilité collective, cher public, et c'est peut-être là que le numérique joue un rôle inattendu. Il permet à des citoyens, des jeunes, des communautés de devenir acteurs de leur propre patrimoine, pas seulement spectateurs. Allez, comme on dit, jamais 203. Question numéro 3, ça c'est la question mauricienne. Quel site ou élément du patrimoine vivant mauricien ci-dessous n'est pas classé patrimoine UNESCO? Est-ce que c'est A, la Pravasigat, B, le paysage culturel du Morne, C, le Sega typique, D, la batterie de l'harmonie, E, le Git Gawai, F, le Sega tambour de Rodrigue ou G, le Sega tambour des Chagos? Quelle est donc la bonne réponse? D, la batterie de l'harmonie. Bravo, bravo, effectivement. Encore une fois, bien joué, 3 bonnes réponses. Classée patrimoine national depuis 1985, une ancienne batterie à canon anglaise du 19e siècle, la tour Martello date de 1834. Elle n'est pas patrimoine UNESCO, non, et c'est justement ce type de site connu des locaux, mais peu documenté numériquement, qui est le plus vulnérable. On y reviendra ce soir dans cette même émission. Voilà, chers invités, chers publics et chers téléspectateurs, vous êtes maintenant calibrés. On attaque le premier bloc. Je veux un grand ouais! Excellentissime, excellentissime. Et pour ouvrir ce premier bloc, une capsule préparée par l'Institut français de Maurice, Expertise France, autour du projet Wayback Machine, un projet qui archive le web depuis 1996, des milliards de pages, une mémoire numérique colossale et une question que cette capsule pose d'une façon qui m'a arrêtée personnellement. Est-ce qu'on peut vraiment tout garder? Grande question, n'est-ce pas, cher public? Wayback Machine, la mémoire totale, est-ce qu'on peut tout garder? C'est maintenant, diffusion. 17 juillet 2014, un Boeing 777 de la Malaysia Airlines s'est abattu au-dessus de l'Ukraine. 298 morts. Le monde entier cherche le coupable et un post sur les réseaux sociaux va tout changer. Igor Streklov, commandant des séparatistes pro-russes, va se vanter. Il va écrire sur le Facebook russe « Nous venons d'abattre un avion militaire ukrainien ». Sauf que ce n'est pas un avion militaire, c'est un vol commercial. Quand il réalise son erreur, il panique et il supprime le post, mais c'est trop tard. Une machine l'a déjà capturé, une machine qui n'oublie jamais rien, une machine qui a pour mission de préserver chaque trace de notre passage sur Internet. En novembre 2022, un tribunal de La Haye va condamner Igor Streklov à la prison à perpétuité pour le meurtre de 298 personnes. La preuve principale, c'est une capture d'écran de son post supprimé, préservé par une bibliothèque que personne ne voit, mais tout le monde utilise. Son nom, c'est la Wayback Machine. Vous l'avez peut-être même, vous, déjà utilisé pour regarder avec amusement une ancienne version d'un site, par exemple. Son histoire à la Wayback, elle est encore plus dingue que ce que vous imaginez. Parce que derrière cette machine, il y a un milliardaire, pieds nus, qui vit dans une église. Un homme qui a décidé à 19 ans de reconstruire rien de moins que la bibliothèque d'Alexandrie, mais pour l'ère numérique. Et qui aujourd'hui possède quelque chose de vertigineux, 1 trillion de pages web. 1 trillion de pages web, c'est-à-dire 1 million de millions de pages. L'histoire entière d'Internet stockée dans des serveurs qui clignotent sous des arches gothiques. Et cette bibliothèque est en guerre. Et vous allez voir que les ennemis sont nombreux. Permettez-moi de vous présenter nos premiers invités. Ridvik Nirben est journaliste à la MBC depuis 35 ans. C'est une maison qu'il connaît de l'intérieur avec tout ce qu'elle porte comme mémoire audiovisuelle de ce pays. Géraldine est responsable du projet Zimaz et Frédéric Bréville est co-directeur du musée de la photographie. Ils ont choisi de venir ensemble et on va comprendre pourquoi. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Bonsoir Méline. Comment allez-vous ce soir? Ça va. Très bien, ravi d'être là. Très content d'être là. Ravi de vous accueillir également sur ce plateau. Ridvik, commençons par vous. La MBC est actuellement embarquée dans une refonte de sa politique d'archivage. Pourquoi est-ce que les archives de la MBC sont-elles importantes, pas institutionnellement, vraiment, et face au risque très concret de perte, incendie, dégradation naturelle, voire biologique, obsolescence technologique? Où en est la MBC dans sa stratégie de numérisation aujourd'hui?
Écoutez, la direction a manifesté la volonté de sauver ce qui reste de nos archives, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons des archives depuis le début de la télé il y a une soixantaine d'années. J'ai ramené comme accessoire un élément du décor pour montrer qu'il y a des choses qui sont là physiquement. Il y a une mémoire qui a été numérisée déjà. Il y a un travail qui avait été fait avant, mais maintenant, c'est peut-être il est temps de revoir un peu où on en est et de mettre à jour, littéralement, de faire le point sur ce que nous avons en stock. Il y a pas mal de choses à sauver sur différents supports, des bandes magnétiques, comme les 2 bobines que nous avons là, qui datent de 1972 et 74, que j'ai pris au hasard, mais qui racontent des éléments de notre mémoire, et une bande BVU qui date de 87. C'est un extrait d'émission politique. Donc, pour le moment, on ne peut pas les lire, ces bandes, parce qu'on n'a plus les appareils et on n'a plus la technologie. Il faut faire appel à de l'aide, Expertise France notamment, entre autres. Donc, il y a une volonté de voir un peu où on en est avec nos archives, parce que c'est un patrimoine commun. La MBC existe pour ça. Tout ce qu'elle enregistre en son, en image, c'est là pour raconter notre quotidien, histoire. Notre histoire, qu'elle soit avec un grand H ou surtout avec un petit H. Mais concrètement, Ridvik, si demain il y avait, allons dire, un incendie dans nos locaux, qu'est-ce qui serait perdu pour toujours? Eh bien, on deviendra amnésique. Tout simplement. Et c'est un peu compliqué. On pourrait raconter les choses, mais oralement. Donc, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de perdre chaque seconde de son et d'image qui reste. Il faut tout entier, ça c'est mon avis, mais c'est aussi l'avis de l'MBC aujourd'hui, de sauver tout ce qui peut l'être. Tenter le tout pour le tout, c'est impératif. On n'a pas le droit d'échouer là. Géraldine, Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez proposé de venir ensemble sur cette émission pour parler de patrimoine photographique. C'est un choix qui dit déjà quelque chose. Pourquoi ensemble? On est venus ensemble parce que on va parler de numérisation, de digital, de nouvelles technologies dans la préservation du patrimoine. Mais pour pouvoir numériser, pour pouvoir utiliser ces nouvelles technologies, il faut déjà que le patrimoine soit arrivé jusqu'à nous. Et pour qu'il arrive, souvent c'est un travail de fourmi, c'est un travail de longue haleine, de gens qui ont vraiment porté à bras le corps un projet. Et Tristan Bréville, représenté par son fils Frédéric aujourd'hui, est quelqu'un qui a consacré sa vie à protéger le patrimoine photographique de Maurice. Et ce travail constitue aujourd'hui la base du travail qu'on est en train de mettre en place à Zimaz. Tout simplement. Et Frédéric, vous souhaitez réagir par rapport à cela? Oui, tout à fait, parce que alors, tout le travail dont Géraldine vient de parler, ça provient des archives du musée de la photographie. Moi, je représente aujourd'hui ce musée que je co-dirige avec ma sœur et ma mère. Et c'est un musée qui a été créé par mon père et qui accueille des archives d'une valeur inestimable. Nous avons des documents de 1839. Parmi les premières photos faites au monde, ce sont les daguerréotypes. Bon, bien sûr, mon père, lui, il a fait cette préservation avec les moyens du bord. Il n'avait pas accès aux grands moyens, au financement des grands musées étrangers, mais il l'a fait à sa façon. Alors on est passé au numérique aussi, avec les premiers ordinateurs, les premiers scanners, les premiers disques durs, pas très fiables des fois. Et aujourd'hui, nous on a aussi un stress, c'est-à-dire les intempéries. Pour lui, n'est pas à l'abri des cyclones ou des inondations, et on doit toujours gérer ça. Et est-ce que l'intelligence artificielle, ça c'est une question commune pour vous trois, peut contribuer à préserver le patrimoine photographique? Et si oui, comment? Qu'est-ce qu'elle fait par exemple que l'humain, que moi, je ne peux pas faire seul ou pas dans les mêmes délais? Ridvik, Géraldine ou Frédéric? Je pense qu'à terme, il faudra peut-être utiliser pour gérer ou identifier des moments, des personnalités, des lieux. Lorsqu'on aura numérisé tout ce que nous devons impérativement numériser et tout ce qui a déjà été numérisé, ça nous aidera d'une façon ou d'une autre si on sait manipuler l'intelligence artificielle, parce qu'en même temps,
et des questionnements, mais elle ne pourra pas remplacer l'humain. La connaissance, tout ce qu'on peut ajouter, nous, par rapport à ce qu'on sait de ces moments-là. Nous, on doit apporter ça. Après, l'utiliser comme un outil de gestion, mais pas plus, mais certainement pas, à mon avis, pour aller recréer des moments, parce que les moments à sauver, c'est les vrais moments. Et je veux qu'on s'arrête sur une question que je trouve fondamentale et peut-être un peu inconfortable aujourd'hui. Alors, quand les ressources sont limitées, et elles le sont toujours, on ne va pas se mentir, qui décide de ce qu'on numérise en priorité? Le palais colonial, par exemple, ou la case créole, l'histoire officielle ou les mémoires qu'on a toujours laissées dans l'ombre? Est-ce qu'il y a un risque de bias quelque part dans la sélection de ce qu'on choisit de préserver? C'est une vraie question. Aujourd'hui, au niveau des images, on a récupéré à peu près 150 000 photos en tout, images en tout. Et on avait un budget pour numériser 50 000 sur ces 100 000, 150 000. Et c'est vrai que le choix des images qu'on numérise, pour nous, ce qui a été important, c'est qu'on a croisé les regards. Il y a plusieurs personnes qui sont venues regarder le fond et qui ont pu choisir et donner un avis sur ce qu'il fallait numériser. Oui. Par ailleurs, c'est quand même aussi privilégier la variété, la diversité et être toujours conscient que les biais existent et qu'il faut faire très attention de ne pas tomber dedans. Et pour finir ce bloc, une question qui renverse peut-être le problème. On numérise pour protéger, on l'a dit ce soir, mais une archive numérique a sa propre fragilité. Un disque dur peut tomber en panne, un prompteur peut avoir des soucis également, un format devient illisible dans 20 ans, un serveur est éteint faute de budget. Le numérique protège vraiment du temps ou est-ce qu'il crée juste de nouvelles formes de fragilité qu'on ne voit pas encore? Pour moi, le numérique, c'est un outil pour protéger aujourd'hui et faire prendre conscience qu'il faut protéger les supports physiques aussi. Le numérique, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de prolonger la mémoire un peu au-delà de ce qu'on peut voir physiquement et donc de toucher plus de monde. Et plus on aura du monde conscientisé et informé, et plus l'envie de protéger le patrimoine se développera. Donc ça permettra de lutter contre cette disparition. C'est sur cette belle note que s'achève notre premier plateau avec nos premiers invités. Merci beaucoup Ridvik Nirben, merci également Géraldine et merci à vous Frédéric. On vous retrouvera peut-être sans doute tout à l'heure dans le public. Ce deuxième bloc explore une autre dimension du numérique appliquée au patrimoine. Non plus l'archivage, mais la visibilité. Rendre accessible ce qui ne l'était pas, faire voir ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Le National Heritage Fund a préparé une capsule sur ce travail. Regardez. Voilà, c'était donc un petit aperçu. Ce que cette capsule soulève, c'est une question qui me semble belle et importante. Est-ce qu'on peut développer un attachement profond à un lieu qu'on n'a jamais visité physiquement? Et si oui, est-ce que cet attachement-là peut devenir un levier pour protéger ce lieu? C'est justement ce que nous allons explorer avec nos deux invités. Les deux invités de ce bloc travaillent chacun à rendre notre patrimoine visible et vivant. Melvin Madelon est directeur d'Air Access. Il a numérisé des sites patrimoniaux mauriciens en 3D, par drone, en réalité virtuelle, avec des images que très peu de Mauriciens ont vues. Et Dr Meenakshi Tanu est du National Heritage Fund, qui fait du patrimoine quelque chose qui appartient vraiment à tous. Bienvenue à vous deux. Merci. Comment ça va ce soir? C'est très bien, ça va? Ça va, ça va. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Ravi d'être là? Oui, Ah oui. bien sûr. En tout cas, nous sommes heureux de vous accueillir également dans les locaux de la MBC pour cette émission, cette deuxième édition de Mise à jour. Melvin, commençons avec vous.
RxS propose des visites virtuelles, je l'ai dit dans l'introduction, de sites patrimoniaux. Vous avez vu notre île comme peu de gens la voient. Quelle chance. Et quel est le site qui vous a le plus surpris à numériser? Qu'est-ce que le numérique révèle qu'on ne peut tout simplement pas voir à l'œil nu? Donc, parmi tous les sites qu'on a numérisés, le site qui m'a le plus touché, c'est l'île de La Passe. D'accord, pourquoi? Donc, l'île de La Passe, c'est un site emblématique des bagarres, de la guerre navale qui s'est passée à Maurice. De notre histoire. Exactement. Et ce qu'on ne voit pas, c'est tous les monuments qui ont été endommagés par les canons, par les différentes batailles qui ont eu sur le site, mais avec une vue. Ce qu'on disait un bird eye view, ça veut dire une vue imprenable. On a pu vraiment reconstruire et comprendre les différents éléments, la séquence de la bataille. Et à travers cela, on a pu refaire la séquence de manière beaucoup plus précise et donner une relecture beaucoup plus directe pour les enfants qui les ont permis à visualiser d'une autre manière en 3D et être présent dans ces moments-là à travers le virtuel. Excellent. Et Dr Tanou, le National Heritage Fund a organisé un concours pour les jeunes. Melvin vient de parler de l'éducation de la jeunesse. Vous avez justement organisé ce fameux concours pour les jeunes de nos écoles, des écoles de l'île Maurice, pour la création d'une vidéo autour du thème de cette année. Alors, c'est une démarche qui dit quelque chose d'important. Le patrimoine ne se transmet pas seulement de haut en bas, des institutions vers les citoyens. Il faut aussi que les jeunes se l'approprient. Comment est-ce que le numérique, entre vos mains, un outil de sensibilisation et de transmission, comment ça devient cet outil clé? Évidemment, dans le cadre de la Journée internationale des monuments et des sites, le National Heritage Fund a organisé un concours scolaire, plus précisément pour les étudiants des élèves de grade 12 et 13, sur l'importance de l'IA, l'intelligence artificielle, basée sur le thème de cette année-ci. Et là, les élèves ont pu découvrir un peu... Quand on parle de thème, c'est le thème choisi par l'ICOMOS. Voilà, justement. C'est pour le IDMS. Et bon, de là, les élèves ont pu découvrir un peu l'histoire de l'île Maurice, un peu sur le patrimoine immatériel. Et aussi, le concours a aidé un peu les élèves d'apprendre un peu, de découvrir et d'adopter les meilleures pratiques pour sauvegarder notre patrimoine grâce à l'intelligence artificielle. Les meilleures pratiques pour sauver et sauvegarder en tout cas notre patrimoine, certes. Est-ce que vous avez des exemples concrets de production de jeunes à nous proposer? Moi, je voulais dire un peu du numérique, qui aujourd'hui est un outil très puissant, qui a aidé beaucoup de sensibiliser les jeunes sur l'importance de notre patrimoine. Oui, et puis surtout de faciliter la conservation et la diffusion, et grâce aux technologies de la numérisation. De pointe. Oui, aujourd'hui, notre patrimoine est un outil vivant, vous voyez. Et puis, moi, je dirais encore que ça devient un peu plus accessible au public, plutôt les jeunes de notre génération. Voilà. Et puis, nous avons comme par exemple, je dirais, la réalité virtuelle, comme a parlé monsieur. La réalité virtuelle, ça a aidé un peu pour offrir une visite virtuelle de chez soi. Hein, ça offre cette chance. Voyager tout en restant chez soi. Oui, alors, une autre question pour les deux. Vous avez parlé d'accessibilité. Le patrimoine numérisé, c'est aussi plus accessible pour les personnes à mobilité réduite, pour les écoles qui n'ont pas les moyens aussi de se déplacer, pour la diaspora mauricienne à l'étranger qui nous suit et qui vit à l'autre bout du monde et qui veut montrer, par exemple, la Pravasigat à ses enfants nés là-bas. Alors, comment est-ce que vous utilisez ce levier aujourd'hui et est-ce qu'on exploite vraiment tout son potentiel? Bien sûr. Pour répondre à ça, à dire que ce projet que nous avons fait, nous l'avons fait en partenariat avec la National Heritage Fund. Le projet, je pense qu'il y aura un des projets qui aura le plus d'impact, c'est la visite
de grands bassins. Oui, on est les premiers à avoir reconstruit exactement le grand bassin, un site de plus de 2 ou 3 kilomètres. Et maintenant, avec la réalité virtuelle, les personnes à travers le monde peuvent faire, ça veut dire de manière virtuelle, faire leur pèlerinage tout en restant chez eux. On pensait aux personnes qui sont retraitées, aux jeunes qui sont pas à ça, et les personnes qui sont, on connaît qui ont beaucoup d'expatriés. Et à travers ça, on pourra vraiment voir les sites. Et pour ça, grâce à la National Heritage Fund, on a eu la permission de faire tous les 12 temples. Ça veut dire que peu importe quelle est l'appartenance et les habitudes de chacun, ils pourront aller sur le site, voir les monuments, mais aussi voir les monuments d'une manière qu'ils ne les ont jamais vus. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement du bas, mais avoir une vue d'ensemble depuis le haut d'une hauteur de 30 mètres. C'est-à-dire une vue vraiment qui permet vraiment à s'attacher à ça. Et c'est la même chose qu'on a fait avec le monde aussi, où les personnes peuvent visiter le monde. Et il y a un projet de lancement pour ces sites-là à venir bientôt. Une vraie expérience immersive, en somme, pour toutes ces personnes. Et je veux terminer ce bloc avec une question qui sera sans doute le fil conducteur du suivant. Comment on fait le pas entre le virtuel et le physique? Parce qu'une visite virtuelle, vous l'avez dit, c'est magnifique, oui, ça change la vie, ça change la donne. Mais si le bâtiment s'effondre, il s'effondre. Comment le numérique peut-il inciter à protéger aussi le physique? Qui souhaite répondre? Docteur Tanou ou Melvin, au choix. Melvin tout d'abord et ensuite Docteur Tanou. Comme ça, on ne va pas faire de jaloux. Le numérique peut détecter les fissures dans des bâtiments physiquement et où on peut revoir le tout grâce à l'intelligence artificielle. Et vous, Melvin, qu'est-ce que vous souhaiterez ajouter à cela? Moi, je pense souvent on parle du New Digital World. Ça veut dire qu'avant, on prenait du monde réel pour aller sur le numérique. Maintenant, je pense que c'est l'inverse. Ça veut dire qu'il faut commencer avec le numérique parce que les jeunes, par exemple, les jeunes, ils sont beaucoup plus sur le numérique. Donc, les intéresser à ces sites-là et ensuite les ramener sur le monde réel. Et ça, on peut le faire à travers... C'est changer d'approche, tout simplement. Exactement. Oui. C'est à travers la réalité augmentée, par exemple, où on dire qu'il y a plusieurs éléments. Mais si vous voulez savoir plus, toujours un petit, ce qu'on disait, avoir un teaser, pour dire qu'il y a beaucoup plus à être ça. Parce que le numérique ne remplace pas l'expérience sensorielle quand on est sur un site, l'énergie qu'on voit sur le site, toucher les pierres, se mettre dans Donc le virtuel, l'expérience virtuelle agit comme un avant-goût pour ce qui va suivre après, soit l'expérience physique. Je pense que vous avez tout bien résumé. Merci beaucoup Melvin, merci Docteur Tanou. Et bien évidemment, Gary, c'est à vous pour la suite de l'aventure. Troisième bloc, une capsule qui va peut-être vous surprendre dans ce contexte, un extrait de Ready Player One. Oui, le film. Dans ce film, une grande partie de la culture humaine est archivée et vécue dans un monde virtuel. Une façon de poser la question autrement. Quand le patrimoine devient entièrement numérique, qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on risque de perdre? C'est parti. I'm here talking to all of you now because our future's being threatened. Go, go, go! I just came here to escape. But I found something much bigger than myself. I found my friends. Oh, see? I found love. And now, people have lost their lives. No. This is war. We're in control of the future. Find him. Welcome to the rebellion, Wade. You don't tell anyone who you are. You can't use your real name. Hold on to something. This isn't just a game. I'm talking about actual life and death stuff. What's going on? The tracks in my Mario Kart! Come on! Ask yourself, are you willing to fight?
Il y a quelque chose dans cette capsule qui dit l'essentiel sans le dire. On peut numériser l'image d'un mur, on ne peut pas numériser ce que ce mur vous fait quand vous posez la main dessus. Cette connaissance-là, incarnée, sensible, c'est ce que nos 2 prochains invités connaissent mieux que personne. Anna Malaksim dirige l'ENS à Nantes Mauritius, une école d'architecture. Elle forme des professionnels qui vont concevoir, préserver, transformer l'espace bâti de ce pays avec tous les outils numériques disponibles. Et elle sait précisément que ces outils ne peuvent pas enseigner. Et Thierry Le Breton est secrétaire de SOS Patrimoine en péril, Save Our Heritage, une organisation qui se bat pour des sites que peu d'autres défendent. Bienvenue à tous les 2. Bonjour, bonsoir. Comment ça va ce soir? Très bien, très heureux d'être là. Première fois chez nous à la MBC, qu'est-ce que ça vous fait? Toujours ravi, je crois que je suis déjà venu moi dans le passé. En tout cas ici, dans ce studio, avec ce nouveau décor. Exact. C'est bien la première fois et ravi d'être là. Ravie de vous accueillir également. Anna, on va commencer avec vous. À l'ENS à Nantes Mauritius, quelle place occupe le numérique dans la formation aujourd'hui? Logiciel, modélisation 3D, réalité augmentée, et j'en passe. Et y a-t-il des compétences, des réflexes, des intuitions que seul le terrain physique peut vraiment enseigner? Est-ce qu'on peut former, par exemple, un bon architecte sans qu'il ait jamais touché une pierre, par exemple? Le terrain. Il y a 2 questions dans votre question, je vais y répondre. Le numérique est à la fois un outil de représentation et de conception pour les architectes. Oui. À l'école, l'enseignement de l'outil numérique représente environ 5% de la formation, mais il ne faut pas oublier que c'est un enseignement parfaitement transversal à plusieurs enseignements. Et qui est également exigé dans le projet architectural, qui est le cœur de la formation des architectes, exige la restitution de documents sur des logiciels d'outils numériques spécialisés, voire même de l'intelligence artificielle aujourd'hui à l'école. Est-ce que vous avez un exemple précis, un moment dans la formation où vous envoyez peut-être vos étudiants loin de tout écran? Est-ce que ça existe? Alors, ça existe, mais peut-être pas de manière préméditée ou décidée. En revanche, pour répondre à la deuxième partie de la question que vous m'aviez posée sur qu'est-ce qu'apporte le terrain physique, le numérique réussit à fabriquer de manière époustouflante des situations du réel. Et j'ai envie de dire que répondre à votre question sur est-ce que seul le terrain physique compte, pourrait être obsolète dès demain. En revanche, ce qui est peut-être important de savoir, c'est que l'expérience vécue et l'observation du terrain physique, la mesure, le vécu, la pensée critique de ce terrain physique va permettre une meilleure assimilation des enseignements. Et Thierry, cette question va peut-être vous plaire ou peut-être vous déranger. Imaginons maintenant, un bâtiment est détruit, mais il a été numérisé à la perfection avant de tomber. Donc chaque pierre, chaque proportion, chaque inscription, faut-il le reconstruire à l'identique? Et si oui, qu'est-ce qu'on reconstruit exactement? Les pierres, l'histoire, l'âme du lieu? Et qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui était remplaçable vraiment? Vous avez déjà un peu répondu à la question, effectivement. Sans vraiment répondre totalement. Évidemment. Donc, en fait, oui, c'est ça. Le mieux, évidemment, c'est de faire une documentation du bâtiment en numérique, en 3D, et de ne pas les démolir. Maintenant, une fois qu'il est démoli, qu'est-ce que vous cherchez à reconstruire, effectivement, et où est-ce que vous allez le reconstruire? Est-ce qu'il s'agit de reconstruire un pastiche, une espèce de fake? Et si c'est dans un endroit qui n'était pas son lieu d'origine aussi, ça pose aussi problème. Parce que qu'est-ce qui fait, en fait, cette question que vous posez, c'est ce qu'on appelle le significance value, c'est-à-dire la valeur patrimoniale d'un site, d'un bâtiment. Et ça, c'est un vrai travail en soi, en fait. On va faire une cartographie, un inventaire de tous les éléments, de tous les items qui contribuent à donner une richesse à ce bâtiment. Et ce n'est pas justement que son image. Et c'est ça, justement, la limite, c'est de croire que le patrimoine, ce n'est que sa représentation formelle ou visuelle. Mais ce n'est pas que ça, effectivement. Ce sont aussi des matériaux qui ont été mobilisés dans la construction. Ce sont des techniques de construction qui ont été employées pour pouvoir faire ce bâtiment. Ça peut être aussi la valeur mémorielle pour la communauté. Ça peut être attaché à une personnalité qui a pu habiter dedans. Ça peut être aussi justement son intégration, son installation dans un paysage. Et en fait, ça va contribuer. Alors, on va dire par exemple la chapelle de Cap-Malheureux. C'est très iconique. Tout le monde prend ça en photo. C'est la carte postale de Maurice.
Donc, ça participe au paysage complètement. Si on le déconstruit de là pour la mettre ailleurs, dans un endroit qui ne correspond plus, effectivement, ce n'est pas juste la chapelle, c'est le paysage qui va avec, qui se parle, qui se correspondent. Et c'est ça qu'on cherche à protéger dans un patrimoine. Donc, on inventorie tous ces éléments et on va identifier site par site quelles sont ces caractéristiques qui, à ce bâtiment-ci particulièrement, lui donnent toute sa richesse. Et d'un bâtiment à l'autre, ce ne sont pas les mêmes éléments qui vont... Donc il y a la valeur sentimentale aussi qui entre en jeu. Oui, évidemment, la place du bâtiment pour la communauté, pour les habitants de l'endroit aussi. Tout ça, ça a aussi une importance. Parfois, un bâtiment va avoir une valeur patrimoniale pour une communauté de personnes qui habitent un endroit, mais pas du tout pour les personnes qui habiteraient, disons, le nord ou le sud. Alors, donc, de le délocaliser ou de reconstruire à l'identique la même chose ailleurs, dans un autre endroit qui ne parle pas aux habitants de l'autre endroit de l'île, par exemple, ça n'a pas beaucoup de signification. Donc, ce qui fait patrimoine pour l'un peut ne pas faire patrimoine pour l'autre aussi. Le patrimoine, c'est la rencontre entre l'histoire et la mémoire. Donc, l'histoire, c'est la dimension très technique, très scientifique des choses, et la mémoire, c'est l'émotion portée par une communauté. Et c'est cette rencontre entre les deux qui fait qu'un site devient important pour des personnes. Ça peut être une communauté très locale, national, donc un patrimoine National Heritage va identifier des bâtiments qui ont une valeur pour la communauté nationale ou mondiale même. La communauté mondiale peut s'intéresser à un site, c'est le patrimoine mondial UNESCO, qui va dire que ça a une valeur pour la communauté humaine. Le thème ICOMOS parle de patrimoine vivant. Ce n'est pas un musée, ce n'est pas un monument figé, c'est quelque chose qui respire, un savoir-faire, vous l'avez dit, une pratique, une cérémonie, un temple, une langue. Comment est-ce qu'on numérise quelque chose de vivant sans le détruire, sans le tuer? Voilà, un mot un peu fort, mais sans en faire précisément ce qu'il ne devait pas devenir. Oui, en fait, quand je disais les éléments qui avaient de la valeur dans un patrimoine, un des éléments qui est le plus important, si on veut, dans un inventaire de site, c'est sa continuité d'usage. Ça veut dire, est-ce que ce bâtiment conserve l'usage pour lequel il a été fait et est-ce qu'il est toujours utilisé aujourd'hui pour la même destination, pour la même vocation. Et ça, il n'y a pas de meilleure situation, en fait. C'est quand un bâtiment continue d'être utilisé pour la raison pour laquelle il a été construit à l'origine. Par exemple, le marché de Port-Louis, par exemple, la meilleure chose pour la conservation de ce marché, c'est qu'il reste un marché. C'est pas qu'on le transforme en musée demain, par exemple. Tant qu'il restera un marché, c'est la mémoire vivante, justement. Ça, c'est typiquement ça. Il ne faut pas changer sa nature. La vraie nature, c'est précisément ce qui est vivant. Le patrimoine, c'est un peu notre combat, nous, chez SOS, justement, c'est de bien faire comprendre qu'un bâtiment, ce n'est pas un bibelot, ce n'est pas un objet qu'on va regarder de l'extérieur comme s'il dirait qu'on devait le fossiliser dans le passé. C'est toujours comment est-ce qu'on va le réinsérer dans la vie culturelle, sociale et économique de notre époque. Et c'est toute la réflexion qu'il faut avoir. Donc, comment réussir à faire en sorte... Et souvent, assez étonnamment, je dois lutter finalement contre des personnes qui veulent transformer tout vieux bâtiment en musée. Ce n'est pas toujours la meilleure solution. C'est pas le meilleur service à rendre à un bâtiment, c'est d'en faire un musée. Non, parce que justement, on le laisse, on le fossilise. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut le réinsérer dans la vie sociale et économique et faire en sorte qu'il y ait un contenu de transmission qui traverse les générations et qui reste vivant. C'est pas justement regarder des fossiles morts, c'est de faire vivre ce patrimoine dans un contenu culturel qui est effectivement transmis à travers les âges, à travers les générations. Et cette transmission intergénérationnelle d'un contenu de culture et qu'on fait vivre de l'un à l'autre, qui est toute la passion autour du patrimoine pour moi. Et soyons concrets là tout de suite, parce que Maurice, on le sait, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe non plus. Quelles sont les limites réelles du numérique ici ? Pour parler du numérique, le coût des équipements, le manque de compétences techniques, la connectivité hors des grandes villes, l'obsolescence rapide des formats. Comment est-ce qu'on doit surmonter ces obstacles, surtout dans ce contexte actuel, dans le contexte mauricien ? Alors, les limites, c'est ça, c'est un peu ce que vous avez mentionné pour le numérique principalement. En même temps, les technologies, quand elles arrivent à maturité, elles sont quand même plus abordables. Quand on parle de questions de coût,
Mais disons qu'il y a aussi d'autres limites. Ça peut être aussi les enjeux de stockage de données, par exemple, qui, du point de vue, et là du point de vue du conservateur du patrimoine, c'est aussi une question parce que la numérisation du patrimoine, c'est quelque chose de super utile et de génial à certains égards. Mais en même temps, comment est-ce qu'on va préserver parce que ça peut être énormément de données, ça peut être un stockage de données numériques qui peut être très vite volumineux. Et comment préserver ce stockage et le transmettre de génération en génération aussi dans de bonnes qualités. Ridvik tout à l'heure parlait de ces supports et ça peut se dégrader. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus lire tel quel parce qu'on n'a plus les outils pour les lire. Donc, et vous voyez, c'est en seulement 30-40 ans. C'est ça. Donc, comment réussir à avoir pour les générations dans 200 ans, 300 ans, continuer d'avoir accès à cette information. Et justement, quelles mesures préventives faut-il mettre en place maintenant, en 2026 ou dans les années à venir, pour protéger notre patrimoine bâti face à ces risques, tout court, des risques tout court, que ce soit des risques climatiques ou autres? Est-ce qu'on agit assez vite, selon vous? Alors, oui et non. C'est malheureusement, de toute façon, par rapport au patrimoine culturel mauricien, dans toutes ses formes, indépendamment des risques climatiques ou autres, on n'agit pas encore suffisamment rapidement, malheureusement. C'est-à-dire que, en même temps, c'est un peu une parole de militant qui en veut toujours plus. Évidemment, c'est notre fonction de militant pour la préservation du patrimoine que d'exiger toujours plus et toujours mieux. Et donc, c'est comme ça qu'on fait avancer aussi un peu les choses. Mais c'est vrai que par rapport... pour la question du climat, justement, j'aime bien cette question parce que à la base, moi, j'ai emmené ce débat de la question du bâtiment historique par rapport au climat sous un autre angle déjà, il y a 15 ans de ça, en disant que c'était précisément dans les bâtiments historiques qu'on avait trouvé les outils et les clés pour pouvoir répondre aux architectures de demain. Et pas que à Maurice, d'ailleurs, à travers le monde entier, les architectures vernaculaires, donc les architectures typiques des différents endroits, sont la plupart du temps les bâtiments qui ont la plus faible empreinte écologique qui soit, contrairement au béton, et sont aussi des bâtiments qui sont parfaitement bioclimatiques, c'est-à-dire super adaptés à leur contexte et les plus aptes justement à évoluer dans le temps. Et d'ailleurs, les bâtiments historiques ont une durée de vie, même ici à Maurice, de 200, 300, 400 ans, enfin pas 400, on n'en a pas encore, mais on va dire 200, 300 ans, alors qu'un bâtiment en béton, sa durée de vie est de 60 ans minimum, parce que ça pourrit très vite le béton dans un climat tropical, humide comme le nôtre. Donc finalement, on va trouver dans les architectures historiques énormément de clés pour construire le futur, je pense. C'est ça aussi qui est intéressant. Et en parlant de construction du futur, Madame Malaxime, une réaction sans doute à ce que vient de nous dire Monsieur Le Breton. Je vais rajouter des éléments. Dans les mesures préventives, il me semble effectivement que l'archivage est tout à fait en premier lieu et important. L'archivage du bâti, du patrimoine matériel, mais également du patrimoine vivant dont vous parliez tout à l'heure. Pour les architectes, la mémoire du savoir-faire est tout à fait pertinent. Et aujourd'hui, effectivement, s'il se pose un problème de restauration du patrimoine à Maurice, c'est notamment parce que des savoir-faire sont dispersés ou partis. On ne sait pas très bien. En fait, l'état des lieux n'est pas là. Voilà. Et un deuxième point qui me semble absolument important et qui paraît simple, c'est habiter les lieux. Parce que la personne, le meilleur protecteur d'un bâtiment sera celui que le bâtiment abrite. Voilà. Je pense que vous avez tout bien résumé, chers invités. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Merci Anna, merci Thierry. Merci. Ce débat mérite d'être entendu bien au-delà de ce plateau, bien au-delà de notre plateau du jour. Merci encore. Merci bien. Et on vous retrouvera peut-être tout à l'heure. Allez Gary, c'est à toi. Un dernier intermède pour accueillir nos dernières invités. Place à notre dernier bloc et la focale s'élargit de Maurice à l'ensemble de l'océan Indien. Et on pose la question qui rend tout le reste possible. Comment finance-t-on la préservation du patrimoine ? L'IFM, Expertise France, ont choisi un extrait de Black Panther Wakanda pour ouvrir ce bloc parce qu'un patrimoine ne vit pas seul. Il se construit dans les échanges, les circulations, les solidarités régionales. Regardez. My name is King T'Challa, son of King T'Chaka.
I am the sovereign ruler of the nation of Wakanda. And for the first time in our history, we will be sharing our knowledge and resources with the outside world. Wakanda will no longer watch from the shadows. We cannot. We must not. We will work to be an example of how we as brothers and sisters on this earth should treat each other. Now more than ever, the illusions of division threaten our very existence. We all know the truth. More connects us than separates us. But in times of crisis, the wise build bridges, while the foolish build barriers. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. Et quel extrait! Cette capsule dit quelque chose qu'on oublie souvent dans les grandes conversations sur la culture, que préserver, eh bien, ça a un coût. Et que cette réponse, elle se construit ensemble à l'échelle régionale. Nos deux dernières invitées sont là, elles sont installées. Astrid Audibert de la Commission de l'Océan Indien qui travaille sur un inventaire patrimonial à l'échelle de toute notre région. Et Karen Yvon d'Expertise France, un projet concret, elle va nous en parler, qui répond directement à la question du financement. Bienvenue à toutes les deux. Merci Méline, bonsoir. Merci, bonsoir, comment ça va? Très très bien. Et ça va bien, en pleine forme? Très très bien également, ravie de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Astrid, la Commission de l'Océan Indien travaille, je l'ai dit dans l'introduction, sur un inventaire patrimonial régional. C'est une démarche qui dit déjà quelque chose d'essentiel. Notre patrimoine ne s'arrête pas aux frontières de nos îles, non. Alors qu'est-ce que les pays de l'Océan Indien partagent comme patrimoine commun et comme risque commun? Pourquoi une approche régionale est-elle plus pertinente qu'une approche nationale isolée? Alors, je ne dirais pas que c'est plus pertinent forcément, mais chacune a son importance. Alors, ce qu'on a en partage dans nos îles, énormément, que ce soit géographique, que ce soit géologique même, historique, technique. Il y a vraiment voilà, c'est un carrefour à la fois des mémoires partagées, mais aussi des circulations, des populations, des histoires extrêmement riches et entremêlées. Donc, cette région de l'océan Indien est exceptionnelle à ce niveau-là. Alors, au niveau national, c'est intéressant d'étudier, c'est comme étudier une pièce dans un puzzle. Voilà, on va étudier chaque élément du patrimoine. Il est intéressant en soi à transmettre, à étudier, à documenter, à archiver. Au niveau régional, c'est comme si on avait plutôt l'idée du puzzle dans son ensemble. On va essayer de chercher des logiques communes. Alors, il y en a plein, des logiques communes. On peut avoir des logiques, bien sûr, historiques, parce qu'on a des histoires partagées, des récits communs. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a ce dont Thierry parlait tout à l'heure aussi. Il y a aussi, par exemple, les défis climatiques que les constructions vernaculaires ont réussi finalement à surmonter de façon assez extraordinaire. Il l'a bien souligné. Il y a une ingéniosité écologique dans ces constructions qui est remarquable. Alors, avec la Commission de l'Océan Indien, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir inventorier, archiver, documenter ce patrimoine dans toutes les îles. Et quelles sont les meilleures pratiques que vous avez identifiées pour vraiment impliquer ces communautés, pas juste peut-être les consulter, mais les rendre actrices et acteurs de leur propre histoire? Alors, il y a eu beaucoup d'enseignements. Il faut savoir que cet inventaire, il a commencé en 2023. Donc, ce sont des équipes nationales mobilisées dans chacun des pays. Donc, à la fois des experts de National, ici à Maurice, National Heritage Fund, mais aussi des architectes, des artisans, etc., qui sont allés sur les territoires, dans les villes et dans les villages pour vraiment sillonner le pays et donc rencontrer aussi les gens, parce que on a 366 fiches qui recensent du patrimoine, c'est en évolution. C'est considérable, mais en fait, c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a encore à faire. Mais c'est déjà c'est déjà une bonne masse critique. Un bon début. Mais chaque fiche, ça représente d'abord un récit, une rencontre aussi, avec une mémoire, avec une histoire. Et c'est ça aussi que cela raconte. Alors, je dirais que la première bonne pratique que je vois comme ça, qui me vient à l'esprit, ce serait déjà de vraiment se focaliser sur cette connexion entre le patrimoine bâti et l'histoire, les récits.
Et parce que voilà, c'est une mémoire vivante. Il y a des gens qui ont habité ces bâtiments. Et cette histoire-là est aussi importante que le bâtiment et les techniques de construction qui ont été mobilisées. Et pour que cette connexion finalement puisse avoir lieu, je pense que c'est très important que les experts, les architectes et les scientifiques travaillent de concert avec les artistes. Parce que les scientifiques vont documenter et les artistes vont raconter. Et c'est leur travail ensemble qui va rendre ce patrimoine à la fois intelligible, mais aussi sensible et formidablement vivant. Les experts, les artistes, certes, mais Karen, on ne peut pas parler de préservation du patrimoine sans parler d'argent. C'est souvent la question qui bloque tout. Il y a actuellement d'ailleurs un projet en cours piloté par Expertise France. D'ailleurs, vous allez nous donner les détails aujourd'hui, qui tente de répondre à cet enjeu du financement. Parlez-nous-en. Oui, effectivement, en fait, le projet que je coordonne actuellement, qui s'appelle Préservation et valorisation du patrimoine mauricien, est parti à partir d'un constat, le constat que nous avons des bâtiments qui sont en train de se détériorer d'année en année, et des moyens qui sont limités parce qu'un gouvernement a énormément de priorités, alloue du budget pour la réhabilitation des bâtiments, mais a parfois des difficultés à mettre tous les bâtiments au même niveau de priorité, par exemple, ou même à mobiliser toutes les expertises qui sont nécessaires. Donc l'idée est venue, ça a été cristallisé l'année dernière par la signature d'une déclaration d'intention qui a été signée du président Macron. Exactement, entre la République française et la République mauricienne, pour se dire comment est-ce qu'on structure la préservation du patrimoine afin de créer quelque chose de durable dans le temps et apporter une vraie réponse. Parce que nous avons dans le secteur public des besoins qui sont extrêmement forts et des motivations aussi de pérenniser, de maintenir des bâtiments. Mais parfois, il y a des contraintes de ressources financières et même d'expertise, parfois. Et de l'autre côté, nous avons dans tout le reste de la société, en fait, une réponse qui doit devenir une réponse commune des organisations de société civile, dont SOS Patrimoine en péril, des experts, donc des architectes, des architectes du patrimoine ou des architectes du bâtiment. Des acteurs. Qui ont l'expertise technique pour le type. Parce que tout à l'heure, Anna parlait de savoir-faire. En fait, on a un savoir-faire qui s'est effrité avec le temps. On ne fait plus les mêmes bâtiments qu'on faisait avant. Donc, ce savoir-faire-là s'est allé, mais ce n'est pas qu'il est inexistant. Il existe encore, peut-être moins à Maurice, mais il faut pouvoir le mobiliser pour les bâtiments que nous avons à Maurice. C'est vrai qu'on a parlé principalement de Maurice. Qu'est-ce qu'on peut apprendre, par exemple, à Maurice des autres îles de la région en matière de préservation? Et qu'est-ce qu'on peut leur apprendre, selon vous? En fait, ce qui est intéressant, c'est que, pour revenir un peu au thème de cette année-ci, on parle de réponse aux périodes de conflit, aux périodes de guerre, etc. Et dans toutes les îles, et d'urgence climatique également, toutes les îles insulaires de l'océan Indien font face, d'un point de vue climatique au moins, à ces mêmes contraintes. Avec le conflit qui vient d'éclater au Moyen-Orient, on a des pressions économiques qui sont extrêmement intense. Donc la seule vraie solution, c'est de mobiliser et de mettre en commun les gens qui tiennent à cœur ce patrimoine. Et c'est un peu dans ce contexte que nous sommes en train d'essayer de trouver un moyen de mobiliser des fonds privés pour permettre la facilitation de cet effort de préservation que nous devons mener. Et nous avons mené, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, un atelier de concertation où on a mis ensemble toutes les têtes pensantes, tous ceux, enfin plus ou moins ce qu'on a pu mobiliser dans le temps, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, pour essayer de réfléchir ensemble à cette solution de comment mobiliser des expertises, des ressources financières et humaines pour la préservation du patrimoine mauricien principalement, même si nous avons ces ressources qui se trouvent aussi dans la région océan. D'autres projets à venir dans un futur proche, on l'aura compris. Astrid Audibert, le mot de la fin pour bien clore cette partie, ce bloc.
moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Karen et qui était très intéressant. C'est aussi sur cette notion et qu'on peut partager, un enseignement qu'on peut partager dans la région, c'est aussi de décloisonner les savoirs. Et ça, c'est très important. C'est de se dire que, bien sûr, il y a des experts, il y a des architectes, il y a des scientifiques, etc. Mais si on veut vraiment préserver et avoir une efficacité, on doit aussi s'appuyer sur des relais dans les territoires et donc des personnes ressources qui sont dans les communautés. Et c'est elles qui vont pouvoir... Aujourd'hui, avec la technologie, ça ne demande pas des moyens considérables. On parlait d'une ère de la guerre. Oui. Il ne faut pas non plus s'imaginer que pour préserver notre patrimoine, il faut des centaines de millions d'euros aussi. Parfois, il faut aussi savoir s'appuyer sur les acteurs là où ils sont et ceux qui vont pouvoir faire la différence, équipés de tablettes. Nous, notre inventaire, par exemple, il suffit d'avoir un smartphone. Il y a des logiciels qui sont libres. Les formulaires, ça se complète en ligne. Il y a finalement... c'est très accessible. Et si on forme, on équipe au moins avec ces éléments de base des personnes ressources dans les communautés, on aura certainement des résultats assez rapides et ce sera à la fois efficace et efficient. Donc c'est peut-être encore une pratique que je voudrais partager avec vous et ce sera peut-être le mot de la fin pour moi. Est-ce qu'il y a des questions du public ? Oui, bonsoir. Oui, j'avais quelques questions. Moi, en fait, je suis absolument pas dans le patrimoine, préservation. Donc, en fait, je suis venue vraiment avec un regard extérieur. Et en fait, ce qui m'a touchée, c'est déjà en fait, de me dire pourquoi vouloir préserver absolument tout ? Parce que c'est comme, par exemple, imaginez sur votre téléphone, vous avez des tonnes de photos et du coup, vous ne regardez plus rien. Donc ça déjà, l'idée de vouloir absolument tout préserver avec l'IA, je ne vois pas forcément l'utilité. En fait, de faire un tri, c'est presque un besoin, une nécessité. Donc ça, c'était un premier aspect. Et puis, par exemple, quand vous avez parlé de la MBC qui veut garder toutes ces données, toutes les audios, les vidéos, on sait qu'aujourd'hui, avec l'IA, en fait, on peut tout modifier. C'est-à-dire qu'on peut modifier l'histoire. On peut, en fait, comment on vérifie et on sécurise l'authenticité des données. Et puis le troisième point, c'était avec l'intervenant qui disait qu'on peut effectivement avoir du virtuel qui va permettre aux gens de s'intéresser à ce qui se passe. Et moi, je pense que la seule façon justement de ramener le patrimoine dans le présent, parce que sinon c'est mort, c'est notamment d'inclure absolument les entités scolaires et en fait de ramener du virtuel dans des classes, par exemple, où l'enfant irait dans son cours d'histoire et devrait aller à travers certains décors et écouter certaines histoires et ensuite, comme ça, en fait, que ça ne soit pas mort. Et souvent, en fait, absolument à vouloir garder et conserver le passé, est-ce qu'on n'oublie pas qu'aujourd'hui, on parle du patrimoine au passé ? On a dit qu'il fallait préserver les savoir-faire. Et si demain, tout devait disparaître à cause d'une guerre ou juste à cause du climat, est-ce qu'on devrait reconstruire ? Et en fait, l'idée, c'est effectivement de garder la notion de comment on a construit, étape, par vidéo, pour que n'importe quel idiot ou artisan basique puisse éventuellement reconstruire, mais reconstruire avec l'œil d'aujourd'hui. Donc moi, je voulais dire, voilà, c'était... Plusieurs points abordés, une réaction... peut-être, juste la dernière. Après les autres, je ne sais pas. Juste là, peut-être sur allez-y, réagissez. Sur la question intéressante avec les scolaires et l'intelligence artificielle. Alors c'est intéressant que vous disiez ça parce que nous, par exemple, l'inventaire, on se demandait comment justement l'amener aux enfants ou aux jeunes publics en tout cas, comment les intéresser au patrimoine. On ne voulait pas que cet inventaire reste juste un objet pour les chercheurs. C'est un objet pour la recherche évidemment, mais pas que. Ça devait aussi passer pour le jeune public. Et donc on a eu recours à l'intelligence artificielle. On a développé un concours avec, c'était le festival AI for Good, qui s'est déroulé, c'était l'année passée, c'était en novembre de l'année passée, et qui a fait travailler les scolaires, mais aussi les étudiants en architecture sur cet inventaire, en disant voilà, cet inventaire existe, voilà des lieux assez intéressants.
comment vous allez pouvoir vous projeter dans ces lieux. Et alors, les résultats étaient absolument... Pour moi, j'étais estomaquée parce que, surtout les enfants, ce qu'ils nous ont proposé, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ce patrimoine, justement, il était vivant et qu'ils se projetaient en voyant ces histoires qu'ils fabriquaient avec l'intelligence artificielle. Ils mettaient des projections futuristes, par exemple. Ce n'était pas seulement des reconstitutions historiques avec des personnages historiques dans les grandes maisons créoles, mais ils en faisaient aussi le théâtre de décors de science-fiction. Donc ça veut dire que vraiment nos jeunes peuvent tout à fait se projeter dans ce patrimoine, qu'il est vivant, vraiment vivant. Mais maintenant, il ne faut pas non plus que la technologie, il n'y a pas de, comment on appelle ça, la techno-solution, là, c'est-à-dire que penser que la technologie va sauver le patrimoine. La technologie ne va pas sauver le patrimoine. Ce qui va sauver le patrimoine, là je vais peut-être être un peu cash, mais ce sont des choix politiques aussi, qui vont permettre de valoriser, donner la valeur à ce patrimoine et qui ensuite vont donner les moyens de le préserver. Donc, il y a des actions concrètes, des actions aussi concrètes. La donne. Voilà. Karen, vous souhaitez réagir? Oui, je voulais réagir aux deux premiers points. Pourquoi préserver le patrimoine? Pourquoi est-ce qu'on veut tout garder? En fait, c'est même pas qu'on veut tout garder, parce que tout part, même si on veut garder. Il y a une dégradation tellement rapide de tout ce qui existe que par défaut, on n'est pas en train de tout garder. Que ce soit dans les archives de la MBC, que ce soit dans les bâtiments, que ce soit dans tout ce qui est édifice ou bâti, que ce soit dans les traditions orales que nous avons. Il y a plein de choses que même sans tri, c'est en train de disparaître. Donc la question qu'on doit se poser par rapport à la préservation du patrimoine, c'est est-ce qu'on veut avoir le choix de ce qu'on garde? Est-ce qu'on veut demain raconter l'histoire uniquement d'une seule perspective, celle qui aura le mieux préservé son histoire ou son patrimoine, ou est-ce qu'on veut donner la chance de refléter la diversité d'opinions? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde tous les phénomènes passés, on a une version qui aura été, une ou deux versions qui auront été répertoriées. Mais on n'a pas le vécu de la personne qui tenait la boutique dans les années 1750 à Maurice, parce que cette perspective-là n'a pas été retenue dans ce qu'on s'est dit qu'on garderait de l'histoire. Donc, là où la préservation du patrimoine devient extrêmement importante, et qu'on parlait de biais tout à l'heure, etc., c'est qu'on a finalement la possibilité d'être très attentif et précis par rapport à ce qu'on veut transmettre. Si on veut transmettre l'histoire que Maurice était un pays multiculturel, qui avait énormément de savoir-faire, qui venait de peuples différents, il ne venait pas que d'un seul peuple, pour pouvoir prouver cette histoire-là dans le futur, il faudra préserver la preuve de ce qui s'est fait. Et c'est là que la préservation du patrimoine est importante, parce que ce qu'on décide aujourd'hui de garder, ce qu'on empêche de disparaître, c'est ça qui va faire partie de toute la richesse qu'on pourra transmettre dans le futur. Est-ce que ces propos répondent à vos interrogations, madame? Oui, mais par contre, c'est vrai que c'est un sujet vaste, parce que patrimoine, effectivement, on couvre plein de domaines différents, en fait. Je m'y attendais pas, d'ailleurs. Je pensais que c'était principalement physique. C'est le début. Je suis sûre qu'il y aura d'autres émissions pour en discuter. Mais avant, Astrid? Oui, je me demandais, Karen, est-ce que tu penses le temps de tournage de cette émission, à ton avis, il y a déjà eu combien d'éléments du remarquable du patrimoine qui ont été détruits là, pour que les gens réalisent l'ampleur des dégâts et l'urgence de sauver le patrimoine? Oui, le temps de tourner cette émission, Thierry, sûrement au moins une ou deux maisons créoles ou boutiques chinoises ont disparu. Donc on en est là. Donc il y a urgence, oui. Effectivement. Voilà qui est dit. En tout cas, je pense qu'on va clore cette émission sur cette note. Mais Karen, allez, réagissez. Non, effectivement, ce mot patrimoine, parfois, il n'est pas très accessible pour tout le monde, même tout le monde qui nous écoute. Moi, je suis dedans tous les jours, donc c'est un peu difficile. La question de patrimoine, effectivement, on parle du physique, on parle parfois de bâtiments, de vieux bâtiments, mais ce n'est pas que des bâtiments qui ont été faits dans le 17e, 18e, 19e siècle à Maurice. C'est aussi des bâtiments qui ont été faits dans les années 70. Il y a eu un bâtiment qui a été détruit pas très longtemps à Curepipe, qui fait partie du patrimoine. Et ce qui fait quelque chose être patrimoine, c'est, comme Thierry l'a dit, le mariage entre ce que les gens... la mémoire et l'histoire, comme il l'a dit. Donc, je reprends tout à fait ton point de ses propos. Effectivement, on doit avoir un attachement émotionnel pour que ça puisse aussi survivre, c'est-à-dire y créer une certaine mémoire. Donc, avoir une jeunesse qui y crée
Et c'est pour ça que le monsieur avait dit aussi, on a besoin d'habiter ces lieux, on y crée des souvenirs en fait. Oui, mais c'est pas uniquement un attachement émotionnel, parce que comme on a dit, parfois on est aussi sur une importance scientifique d'un bâtiment, donc du matériel, des matériaux qui ont été utilisés pour le construire. On est sur la réflexion qui a été nécessaire par rapport au positionnement du bâtiment. Quand on parle du bâtiment, parce que j'ai pas terminé mon point, c'est que le patrimoine, effectivement, il est aussi ce qu'on appelle immatériel. Donc c'est pour ça on a donné toute une liste tout à l'heure. En fait, on a à Maurice plus d'éléments de patrimoine immatériel qui sont classés UNESCO que de sites physiques. On a 2 sites physiques pour 5 éléments immatériels qui sont le Séga Tambour. Pourquoi? Parce qu'on est aussi sur du savoir-faire, on est sur une manière d'évoluer dans le corps et de créer une identité qui est complètement distincte de tout ce qu'on peut retrouver dans le reste du monde et qui est unique. Et donc c'est cette notion d'être unique parfois, et qu'est-ce qui est unique? Et c'est là qu'on a plusieurs critères scientifiques qui permettent d'établir, voilà, unique en termes de ses matériaux, unique en termes de son emplacement, unique en termes du paysage qu'il englobe, unique en termes de l'histoire, unique en termes de l'attachement que les communautés ont envers ce patrimoine. Et c'est là qu'on se retrouve avec patrimoine peut englober bâtiments, danse, musique, tradition et tout. Donc c'est là que c'est large, mais c'est très intéressant comme en tout cas, merci de votre participation. Je regarde l'heure, il nous faut clore cette émission, Karen Yvon. Mais avant, quelle est la chose... Mais non, et c'est bien, comme pour bien clore cette émission, quelle est la chose que le numérique ne pourra jamais remplacer dans la préservation du patrimoine? Les intervenants qui étaient là avec nous avant, qui souhaiteraient réagir? Je parle plutôt, moi, du point de vue du patrimoine photographique. Un tirage original, un négatif, une plaque de verre, un daguerréotype qui a été tiré de la main de son photographe, dont on pourrait presque retrouver des empreintes digitales avec toutes les contraintes de l'époque, etc. Ça ne remplacera jamais, enfin, ça ne peut pas être remplacé par une image numérique, même si l'image numérique vient documenter ce travail-là. Mais voir un vrai tirage et voir ces éléments-là, je pense que c'est quelque chose qui crée une émotion qui est réelle et qui donne envie de préserver encore plus. Et là, c'est la question piège, peut-être. Si vous deviez numériser en urgence un seul lieu, un seul objet, une seule chose à Maurice ce soir, maintenant, lequel? Des réactions? Ridvik Nyerbun, sans doute? Il faudrait archiver, c'est une question piège, mais moi je dirais la mémoire de nos parents. La mémoire de nos parents? Tout simplement, aussi simple que ça. Vous êtes d'accord avec ça, chers invités? Ah oui. Parler et recueillir les histoires de famille aussi, les grandes histoires qu'ils vont nous raconter. Ouais, ça c'est... Ces réponses nous ont touchés ce soir, chers téléspectateurs, chers invités, et j'espère qu'elles touchent aussi les personnes qui nous regardent. Ce que nous avons fait ensemble pendant ces 52 minutes, c'est exactement ce que nous demandons au numérique de faire pour le patrimoine. Documenter, transmettre, rendre accessible, interpeller. Comme le patrimoine, une conversation n'a de valeur que si elle se prolonge dans les familles, dans les écoles, dans les politiques publiques, dans les actes. Mage, mise à jour. Ce soir, c'était une mise à jour de notre conscience collective sur ce que nous avons, sur ce que nous risquons de perdre et ce que nous pouvons encore faire aujourd'hui, maintenant. Merci donc à l'Institut français de Maurice, à Expertise France, merci Adrien Schwartz, merci Karen Yvon, merci à vous, chers invités, belle brochette d'invités pour cette 2e édition de Mage, comme on dit. Jamais 203. Merci également à tous nos intervenants et merci à vous, public téléspectateurs, d'être là ce soir. Et à toi, Gary, pour bien clore cette émission. Gary Mac qui a ponctué cette soirée de sa batterie parce que le rythme aussi, c'est du patrimoine vivant. On peut l'applaudir bien fort.